Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président tanzanien John Magufuli s'est éteint le 17 mars des suites d'une maladie cardiaque. Selon les sources officielles, sa disparition soudaine suscite bon nombre d'interrogations. Le portrait de John Magufuli est à suivre dans cette édition. Le cas de l'opposante béninoise Rekia Madougou inquiète. La candidate recalée à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 est en détention provisoire depuis 2 semaines. Malgré un état de santé jugé préoccupant, l'opposition s'insurge. Et l'artisanat offre davantage de perspectives économiques aux Camerounaises. Ce secteur permet notamment à ces dernières de lutter contre le chômage et de s'émanciper. Une opportunité en termes d'emploi et de richesse. Mais tout d'abord en Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra a récemment annoncé l'ouverture prochaine d'une concertation nationale. Ces consultations inclusives et constructives, selon le chef de l'État, auront pour but de recueillir les avis et les recommandations des Centrafricains en vue d'élaborer un agenda pour la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Rappelons que le président Faustin-Archange Touadéra a été reconduit à son poste en décembre 2020 lors des élections générales, marquées par une offensive rebelle dans plusieurs villes du pays, dont la capitale, Bangui. La Tanzanie observe un deuil national de 14 jours pour honorer la mémoire de son défunt président John Magufuli, décédé le 17 mars, officiellement des suites de problèmes cardiaques, même si les rumeurs autour de sa disparition se multiplient, notamment à cause de son absence sur la scène politique, remarquée depuis le 27 février. Mais qui était John Magufuli? Élément de réponse avec Mildred Diamo. Il n'est plus. Le chef d'État tanzanien John Magufuli est décédé des suites d'une maladie cardiaque. Après 6 ans au pouvoir, celui que l'on surnommait bulldozer pour avoir mené un programme de construction de routes en tant que ministre des Travaux publics et dirigé à la baguette la Tanzanie, s'est éteint le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. La disparition du président John Pombe Magufuli n'est pas si étonnante que ça, quand on voit comment depuis le début de la pandémie du coronavirus, il a systématiquement nié sa gravité, il a banalisé constamment, il a refusé de prendre les mesures recommandées par l'OMS au niveau mondial. Il a continué à nier le Covid en affirmant que le Covid n'existait pas en Tanzanie ou n'existait plus. Les discours populistes qu'il avait développés, comme celles d'ailleurs des dirigeants burundais d'aujourd'hui, sont extrêmement dangereuses pour les populations et pour la sous-région, parce que finalement, si la région n'harmonise pas les mesures prises, même si certains pays arrivent à maîtriser le coronavirus, ils seront recontaminés par le mouvement des populations, et ceux qui n'ont pas pris les mêmes mesures recontaminent ceux qui les avaient pris. C'est vraiment un casse-tête dans la sous-région. Fils de paysan, devenu chef d'État de la Tanzanie en 2015, John Magufuli avait été réélu en octobre 2020. Depuis 10 ans, cet inlassable pourfendeur de la corruption au caractère autoritaire souffrait de problèmes cardiaques longtemps dissimulés par sa garde rapprochée. Son mandat se caractérise essentiellement par une lutte acharnée contre la corruption. D'importantes sommes qui évaporaient auparavant dans la fraude fiscale, dans des déplacements ou événements gouvernementaux, sont désormais redirigés dans l'éducation et la lutte contre la pauvreté. John Pombe Magufuli, en fait, aura été un dirigeant tout simplement populiste. Populiste dans le discours, populiste dans la pratique, une volonté réelle d'essayer de changer le pays, mais peut-être pas autant de capacité ni de compréhension de la complexité des choses qu'il y avait à faire. Il s'est montré proche des petites gens, il était aimé des petites gens, justement par son discours populiste. Magufuli voulait se démarquer de cette corruption, mais finalement, la manière de faire a été un vrai problème pour le développement de la Tanzanie, malgré les énormes ressources naturelles dont dispose le pays. De son vivant, le chef d'État John Magufuli a redonné à la Tanzanie ses lettres d'or en restructurant le gouvernement, donnant la possibilité de valoriser le travail et non les pots de vin. Aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme un échec dans sa gouvernance reste la restriction de certaines libertés et sa gestion de la pandémie de Covid-19. Et suite à cette disparition, c'est la vice-présidente tanzanienne
Samia Suluhu Hassan qui devient ce vendredi première présidente de l'histoire de la Tanzanie. Cette mère de famille de 61 ans fera donc partie des rares femmes au pouvoir sur le continent africain. Elle occupera la présidence pour la période restant du mandat de 5 ans du président John Magufuli, réélu en octobre 2020, c'est-à-dire jusqu'en 2025 selon la constitution tanzanienne. Au Bénin, l'état de santé de l'opposante Rekia Madougou inquiète. La candidate recalée à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 est en détention provisoire depuis le 5 mars pour financement présumé du terrorisme, des allégations qu'elle nie. Son avocat s'est exprimé. Le point sur la situation avec Aïssatou Diamanka-Besland. L'ancienne ministre Rekia Madougou, sous le régime de Thomas Yaïboni, est toujours en détention provisoire depuis le 5 mars 2021. Elle a été transférée à la prison civile de Massérété après avoir été inculpée pour financement du terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Son avocat, maître Mario-Pierre Stési, parle de kidnapping. Elle a été interpellée. Moi, je dis kidnappé, pour dire les choses, le 3 mars, après un meeting. Et après une présentation plus que rapide devant la Criette, la cour dont vous avez fait état tout à l'heure, elle a été immédiatement placée en détention arbitraire provisoire, en détention provisoire, sans avoir été entendue sur le fond, sans qu'il y ait aucune preuve, en attente de son audition. Mais quand interviendra-t-elle, nous ne le savons évidemment pas. La candidature de Rekia Madougou à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Elle devait faire face au président sortant Patrice Talon, candidat à sa propre succession dans le ring politique. Son avocat dénonce une machination politique, une violation des acquis démocratiques et des droits de l'homme. Quand les choses, ne se savent pas, il est facile de bafouer la démocratie et les droits de l'homme. Quand les choses commencent à se savoir, j'espère qu'il y aura une certaine honte pour un pouvoir qui s'affiche comme une démocratie à traiter ainsi un opposant politique. Je me permets de rappeler, toutes choses étant égales par ailleurs, peut-être s'agit-il de coïncidence, mais qu'on n'est pas au premier accroc dans cette campagne vers l'élection présidentielle. Je crois savoir qu'il y ait une tentative d'assassinat. Je ne dis pas que le pouvoir est derrière tout cela, mais je crois savoir qu'il y a une tentative d'assassinat d'un précédent candidat il y a quelques semaines. Je peux vous dire que Mme Madougou avait annoncé que certainement on allait lui imputer de fausses accusations, y compris de terrorisme, pour l'écarter de cette course présidentielle. Il faut que ce scandale se sache. Alors la pression, ça commence par faire connaître à tous ceux qui ont un réel poids, une position respectable, faire connaître ce scandale afin que peut-être, et je l'espère, le pouvoir béninois mette un terme à cette détention arbitraire. En dehors de ses avocats, l'opposition demande sa libération depuis son arrestation. Selon elle, Rekia Madougou est loin d'être une terroriste. Les autorités maliennes de la transition semblent bien décidées à réformer le Mali pour assurer l'organisation des élections en 2022, raison pour laquelle le Premier ministre Mokhtar Ouane a annoncé le 15 mars la mise en place d'un comité d'orientation stratégique. Les explications de Joël Maribalo. À l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et les forces vives de la nation le 15 mars 2021, le chef du gouvernement de transition a indiqué qu'il procédera dans les prochains jours à la création d'un comité d'orientation stratégique. Cette commission aura pour but de mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles. La mise en place de ce comité stratégique est une avancée démocratique notable, car l'une des insuffisances de cette transition politique était la mise à l'écart des partis politiques. Comment peut-on organiser des réformes politiques et institutionnelles dans un État sans parti politique? Et cette transition, dès le départ, avait commis cette faute essentielle, car en raison notamment de l'immobilisme des partis politiques, la classe politique malienne a été fortement condamnée après le coup d'État du 20 août 2018, et la majeure partie des populations maliennes voulaient la mise à l'écart totale de cette classe politique.
La réussite de la transition politique passera par la création de ce comité qui poursuit un triple objectif. Créer un cadre inclusif d'échange et de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles à mener pendant la transition, impulser une dynamique et orienter la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, assurer la coordination et le suivi dans la conduite des réformes majeures à mener dans les domaines politiques et institutionnels. Donc le comité stratégique alors constitue réellement un rattrapage du mauvais départ de la transition politique en intégrant les partis politiques qui sont essentiellement les véritables acteurs de l'animation de la vie politique dans un État. La constitution malienne du 26 février 1992 est claire, qui dit que la vie politique au Mali doit être animée par les partis politiques. Donc on ne peut pas aller dans une réforme institutionnelle sans les inclure en tant que tels. Pour le bon fonctionnement de ce comité, 4 groupes thématiques seront créés. La réorganisation territoriale, le cadre électoral, la réforme constitutionnelle et la régionalisation. Cette rencontre, selon les membres de la société civile malienne, représente ainsi la concrétisation de l'un des 6 axes du plan d'action du gouvernement de transition, adopté le 22 février 2021 par le Conseil national de transition. L'artisanat offre de nombreuses opportunités en termes d'emploi et de richesse au Cameroun. Ce secteur permet notamment aux femmes camerounaises de s'émanciper et de faire valoir leur savoir-faire sur le marché national. C'est dans ce contexte que des structures se mettent en place peu à peu. Plus de détails avec Joël Maribalo. Au Cameroun, l'artisanat est l'un des plus importants secteurs d'activité avec un pourcentage estimé à 5% du produit intérieur brut pour près de 400 000 artisans selon le Conseil national des artisans en 2020. D'après l'Institut national de la statistique, 80% de ces artisans exercent dans le secteur informel. L'observation de l'artisanat camerounais montre que les femmes s'investissent de plus en plus dans ce secteur d'activité. Elles opèrent essentiellement dans la transformation des produits agricoles et pastoraux, maroquinerie, textile, vannerie, poterie, bijouterie, cosmétique. Un large spectre d'activités qui leur permet de créer des richesses et de s'autonomiser. L'artisanat, pour nous, dans notre famille, c'est un peu quelque chose de, comment on dit, ça se transmet d'enfant à enfant. Donc, nos grands-parents ont toujours aimé confectionner des nattes. Et nous, on a choisi le côté bijoux parce qu'on a constaté que dans notre pays, on se concentre plus sur les bijoux occidentaux. Au Cameroun, l'entrepreneuriat et l'artisanat sont des leviers importants pour l'émancipation des femmes. De nombreuses initiatives sont prises pour aider les femmes à valoriser leur savoir-faire à travers le développement d'activités génératrices de revenus. La confection des bijoux africains, on les exerce de façon artisanale. Quand on dit artisanal, ça veut dire tout à la main. Donc tout ce qu'on fait, c'est à la main. Les sacs, les boucles d'oreilles, les bracelets, les perruques, c'est à la main qu'on le fait. On aime aussi la confection des tenues traditionnelles. Oui. Conscient de la nécessité de valoriser le secteur artisanal pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la création des richesses et des emplois, le chef de l'État a promulgué le 3 juillet 2007 une loi qui permet aux artisans, notamment les femmes, de faire valoir leur savoir dans un cadre régi par la société. Bien plus qu'un métier, une solution pour l'autonomisation des femmes, l'artisanat est la traduction d'un art qui se transmet de génération en génération. Les matchs comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF se sont joués le 16 mars. Et à l'issue de cette nouvelle étape de phase de groupe, des équipes ont brillé plus que d'autres. Le point sur les équipes susceptibles de se qualifier pour le prochain tour avec José Douglas. D'abord en groupe A, avec quelques images où Simba Sport a battu Almerek 3-0. Décidément, le club tanzanien marche très fort dans cette compétition et personne ne peut l'arrêter pour l'instant et caracole en tête du groupe avec 10 points. Encore début dans une autre rencontre du groupe où les Congolais du Vita Club se font piéger à domicile par les Égyptiens d'Al-Hali sur le score de 3-0 également. Visiblement, les hommes de Florent Mbengue ont du mal à trouver la cadence dans cette épreuve. Je ne vais pas prendre d'excuses. En première mi-temps, on a été un peu débordé. L'équipe adverse a changé son système de jeu, 4-4-2, et le temps de comprendre cela, on avait déjà pris 2 buts.
Et au classement du groupe A, Simba Sport est premier, suivi d'Al-Hali, 7 points, Vita Club 4 points et Almerek 4e avec 1 point. En groupe B, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns du président Patrice Motsepe s'envolent avec 12 points. Les 3 autres équipes du groupe, Al-Hilal, CR Belouizdad et le TP Mazembe sont à la lutte. Mamelodi Sundowns qui a battu TP Mazembe pour qui rien ne va plus, 1-0. Et dans le même groupe, Al-Hilal et Belouizdad ont fait match nul 0-0. Le TP Mazembe a des difficultés sur le terrain. En changeant d'entraîneur, il y a toujours de nouveaux joueurs qui sont là. C'est vrai que tout ce qu'il y a tout autour, ça va pas, ça explique, il n'y a pas des excuses. Il y a simplement dire que nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs, mais là ils ont du mal à démarrer. C'est difficile de voir TP Mazembe avoir autant de difficultés actuellement. En groupe C, le Wydad est quasiment qualifié aussi, seul en tête, suivi de Roya et Kaizer Chiefs. Petro Luanda et Kaizer Chiefs ont fait match nul 0-0. Même score pour Oroya et Wydad. D'autres images avec le groupe D et d'abord le MC en blanc qui a assuré en battant les Sénégalais de Tungut 1-0. Un résultat important pour la suite et pour le match Zamalek-Tunis. Écoutez bien, Roger Toto avait bien vu les choses. Oui, Tunis se voyage très très bien. Donc c'est une équipe qui joue très bien au ballon, très costaud et ça ne va pas être un match facile pour l'équipe égyptienne. Les Égyptiens de Zamalek en blanc ont donc été battus sur leur terrain par AS Tunis 1-0. L'essentiel, c'était la victoire car AS Tunis est seul leader avec 10 points, suivi du MC Alger 8 points. Zamalek et Tungut peuvent quasiment dire adieu à la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.